l'heure où le PS semble au bord de l'explosion, comment s'en sort celui qui occupe la tâche ingrate de premier secrétaire? Jusqu'où s'autorise-t-il à aller dans les critiques et les rappels à l'ordre, que ce soit du gouvernement, des fondeurs ou d'Emmanuel Macron? Et comment ce très proche de Dominique Strauss-Kahn, rallié à Martine Aubry, se retrouve-t-il à soutenir vaille que vaille le président? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, en ancienne étudiante trotskiste qui, contrairement à beaucoup, ne rêvait pas en se rasant de devenir président. Jean-Christophe Cambadélis, bonjour. Bonjour. On est ici dans votre bureau, rue de Solferino. En préparant l'émission, on a réalisé à quel point la vie de premier secrétaire du Parti socialiste devait être compliquée en ce moment. Alors on va rentrer dans les détails, ce qui semble être des dilemmes permanents. Mais juste avant, quand vous arrivez là dans ce bureau le matin, vous vous sentez comment en ce moment? Bien. Bien? Bien. J'ai mon lot de problèmes quotidiens, oui, évidemment. Mais je me sens bien. Il n'y a pas de... un premier secrétaire du Parti socialiste, quel qu'il fût, François Mitterrand, Lionel Jospin, Laurent Fabius, Martine Aubry, François Hollande, ont toujours eu énormément de problèmes à régler. Eh bien, moi, je suis dans la lignée. D'accord. Énormément, pas davantage, vous dites? Non, pas davantage. Ah bon, parce que c'est pas ce qui semblerait, mais on va y revenir, parce que quand on fait la liste des difficultés, il y a déjà celle d'être premier secrétaire d'un parti majoritaire, d'un parti au pouvoir, avec parfois la nécessité de s'asseoir, on va dire, entre deux chaises, de ménager la chèvre et le chou, entre la position du gouvernement, celle du parti sur des textes controversés, alors cas d'école avec la loi El Khomri, dont on découvre les grandes lignes mi-février. Là, on repart mi-février. Comme beaucoup de socialistes à l'époque, vous êtes assez critique. Je vous propose de regarder un extrait commenté par le journaliste du Monde, David Revaud-Dallon. Tout ce qui est dans ce texte sur le licenciement économique est discutable. Et franchement, on va le discuter. Donc, vous demandez à ce qu'on revoie le texte? Je demande qu'on l'améliore, qu'on l'équilibre, qu'on fasse en sorte qu'il soit effectif. Ce texte? Pour l'instant, je n'ai pas à le voter, puisqu'il est en discussion. Mais s'il arrivait dans l'État... Dans l'État, j'aurais du mal, je dois le dire. Donc c'est avant la réécriture du texte. Que pensez-vous de sa position? Sa position, elle est toujours ambiguë, puisqu'il est coincé, Jean-Christophe Cambadélis, entre le soutien obligatoire et nécessaire au président de la République et au Premier ministre, qui l'ont installé à la place où il est, et le fait, évidemment, d'épouser à minima la position du Parti socialiste et de la majorité à l'Assemblée nationale. Et en l'occurrence, la majorité des députés n'aurait pas pu, comme lui, voter ce texte. Vous remarquerez que c'est l'un des moments du quinquennat où il a été le plus en critique, entre guillemets, de la position de l'exécutif. Cela dit, c'est quand même relatif et c'est pas non plus d'une violence extrême. Et du coup, il fait ça contre le président ou alors ils se mettent d'accord ensemble? Comment ça se passe? J'ai du mal à croire que Jean-Christophe Cambadélis, installé par et pour le président et le Premier ministre, ait une totale autonomie, non pas de pensée, mais d'expression et de parole, et que ce ne soit pas, à minima, calé avec l'Élysée et Matignon. En revanche, je ne suis pas certain qu'il télégraphie, si j'ose dire, tous ces éléments de langage à chacune de ses interventions télévisées ou radio, mais c'est sûr que cette autonomie, cette liberté de critique et de parole, elle a évidemment une limite, c'est la subordination au pouvoir exécutif, qui est celle de tous les premiers secrétaires du PS ou de tous les chefs de parti, qu'ils soient de droite ou de gauche, quand leur parti est au pouvoir. Voilà, c'est vrai ce qu'il dit, alors vous vous calez. C'est formidable parce que ça peut me permettre de tendre le cou à une idée très journalistique de la liaison quasi quotidienne avec le président de la République. Le président de la République, j'ai cette chance, me demande rien. Ah bon? N'exige rien. En contrepartie, il est libre de faire ce qu'il pense. Le Parti socialiste est complètement dépendant. Et moi, j'ai réglé cette contradiction, qui est la contradiction de tous les leaders. Oui, parce que quand même, vous n'êtes pas le premier dans cette situation compliquée. De tous les leaders du Parti socialiste au moment où nous sommes au pouvoir, ce fut assez rare, Lionel Jospin. Oui, mais c'est vrai à droite François aussi, Hollande. du parti, on va dire, au pouvoir. Oui, voilà. Je reviendrai sur une anecdote d'ailleurs par rapport à ça. Et au point de départ, quand je suis arrivé en responsabilité, bien tard, mais je suis arrivé en responsabilité en 2014. Au Parti socialiste, j'ai dit, voilà, je ne vais pas attendre que l'exécutif dise ce qu'il faut faire ou pas faire, sinon il n'y a plus de Parti socialiste. Donc je vais me déterminer par rapport à ce que je pense. Je suis dans un environnement et je suis socialiste. Donc ce que je pense fait partie du point commun de l'ensemble des socialistes.
Et donc, je dis ce que je pense. Je prends l'exemple suivant qui m'amuse beaucoup, c'est qu'un soir... une anecdote, oui. Oui, une anecdote. Un soir, dans un dîner, je rencontre M. Devedjian. Et aussi, nous qui échangeons... fut un temps lui-même dans la même situation que vous. Et il me dit... je n'étais pas premier secrétaire à l'époque, et il me dit, parce qu'il était connu que je voulais l'être, vous verrez, le jour où vous serez premier secrétaire du Parti socialiste, ce que je vous souhaite, vous verrez, tous les jours, toutes les heures, vous serez comme moi, embêté par le président. Oui, parce que lui était encore chef de parti à l'époque. Il n'était pas encore chef de parti, et il m'indiquait comment Sarkozy l'appelait sans arrêt. Et quand je me suis installé dans ce bureau, j'ai regardé le téléphone, ou regardé mon portable. Je n'ai pas été embêté par le président de la République. Alors c'est à la fois une inclinaison et le fait qu'il a été premier secrétaire, alors que Lionel Jospin était Premier ministre. Et que Lionel Jospin avait mis cette distance entre l'exécutif et le parti. Et donc il le reproduit avec moi. Alors, ça donne une énorme responsabilité. Oui, du coup, alors on se dit, alors donc, voilà, on va partir du principe donc, que vous ne parlez pas, ou quasiment pas, c'est ça, jamais, ou si, de temps en on temps. parle. Ou El Khomri, vous lui avez dit, demain, je vais dire quand même que le texte, je ne le voterai pas, vous ne lui avez pas dit? Non, jamais. Jamais. D'accord, donc vous ne le prévenez pas à l'avance. Donc du coup, vous êtes seul dans votre bureau, ici, et vous réfléchissez. J'ai quelques amis, il y a un bureau national, et des responsables qui s'occupent des questions sociales, etc. Vous êtes avec quelques-uns, et vous mettez au point ces éléments de langage, là, quand vous dites, le texte, j'aurais du mal à voter le texte en l'état, c'est une phrase que vous discutez et réfléchissez la veille? Non. Non, vous l'improvisez? Oui, je l'improvise. Ah bon? Je sais ce que je pense du texte, particulièrement de l'article 30 bis, puisque c'est de celui-là dont il s'agit dans cette... Oui, sur les licenciements économiques, c'est les licenciements économiques. Donc, je vois que dans ce texte, c'est très déséquilibré. Et je dis une petite phrase que Revaud Dallon aurait pu, en spécialiste, relever, c'est que je me calerai, je le dis avant que la loi intervienne, je me calerai sur les syndicats réformisme. Et c'est en fonction de leur position que je déclinerai la mienne, pas en fonction de François Hollande, en fonction des syndicats réformistes, qu'est-ce que vous avez fait effectivement par la suite. Et pour finir sur François Hollande, donc vous dites c'est lui qui a mis cette distance, hein, donc ça vient de lui. Vous, c'était une condition que vous aviez posée aussi, qui n'est pas ces coups de fil permanents, là, comme Nicolas Sarkozy avec Patrick Devedjian, ces appels non, parce qu'il n'y a pas eu, contrairement à l'idée qui est sous-jacente, ils les ont mis là ou il l'a mis là, et donc il lui est redevable d'eux, etc. C'est pas comme ça que les choses se passent. Et il n'y a pas eu de négociation. À un moment donné, ici, dans ce bureau, dans les fauteuils rouges, ici, Harlem Désir a dit « Je ne veux pas continuer après les élections municipales. Est-ce que tu veux être premier secrétaire ?» J'ai dit oui. À ce moment-là, les choses étaient faites. Après, il fallait passer dans un conseil national. Mais à partir du moment où le premier secrétaire veut faire autre chose et vous ouvre la porte, il n'y a pas un coup de téléphone, négociation secrète. On se dit bien qu'il faut quand même que François Hollande soit, enfin on y reviendra, mais enfin que François Hollande soit d'accord, c'est quand même lui qui a poussé, qui a accepté votre candidature, qu'il avait refusée auparavant. Lui en a parlé et il ne s'est pas opposé, ça c'est certain. D'accord. Mais il n'a pas téléphoné à l'ensemble des cadres du Parti socialiste pour leur dire votez pour Jean-Christophe Cambadélis. Alors, on reviendra justement sur vos conditions d'arrivée à la tête du PS, sur votre parcours, vos relations avec François Hollande. Mais d'abord, on va terminer le passage en revue de la grammaire, on va dire, du premier secrétaire. Hein. Donc, on l'a vu, il peut y avoir la critique de certains textes, mais il y a aussi toute une palette de registres entre l'humour, la virulence, parfois le discours un brin techno. Passage en revue de vos sorties, on va dire, sur terrain parfois glissant avec Gilles Masson. Spécialiste en communication, alors on commence justement par le casse-tête de la déchéance de nationalité où en pleine cacophonie, vous tentez de poser des conditions d'un compromis. Alors là, je dis attention parce que c'est compliqué, il faut être très très concentré pour comprendre. Peut-être pas vous, mais nous. Faut-il l'Union nationale contre le terrorisme? Réponse, oui. Faut-il mettre dans la Constitution l'exigence, l'état d'urgence? Réponse, oui. Faut-il dénier le droit d'être français aux terroristes qui nous dénient le droit d'être français? Réponse, oui. Faut-il qu'il y ait des discriminations entre Français? Réponse, non. Pas de discrimination entre les Français. Faut-il qu'il y ait des apatrides? Réponse, non. Avec ces 5 items, on fait un texte de 3 lignes et on se met d'accord à l'Assemblée nationale et au Sénat. Voilà, alors c'est très très catégorique, mais c'est vrai qu'on a écouté plusieurs fois l'extrait, on n'a pas très bien compris. Qu'est-ce qu'on mettrait dans les 3 lignes? C'est quoi le message là?
5 items pour 3 lignes, c'est beaucoup. Mais la façon dont il en parle, les 5 points qu'il donne, on dirait des motions du congrès du PS. C'est très techno. Et c'est ce que reprochent aujourd'hui les gens aux patrons des partis, c'est d'être des professionnels de la politique, des professionnels d'un système, des professionnels de la négociation politique et de l'entente entre eux. Et au final, ça passe totalement au-dessus de la tête des gens. Le ministre de l'économie est en marche, entre guillemets, et il va faire du porte-à-porte. Est-ce que c'est la bonne idée? Est-ce que c'est la bonne méthode? C'est vachement moderne, faire du porte-à-porte, non? C'est vachement moderne. Et bon. Moi, je trouve ça vachement bien. Bon, voilà, il fait du porte-à-porte. D'ailleurs, je l'invite dans le 19e, pour en faire ensemble. Ah bon? Vous Oui. lancez l'invitation ce matin à Emmanuel Macron? J'ai dit, viens Emmanuel, on va faire du porte-à-porte tous les deux dans le 19e Sérieux? arrondissement. Bien C'est sûr. ironique ou vous le proposez mais concrètement? pourquoi ce serait ironique? Bon, parce que ça l'est. Mais pas du tout. Enfin. Mais non. Il vous agace pas terriblement du là, tout, dans- mais au pas ton- du tout. Au ton qui est le vôtre, Mais on sent si. bien que Mais si, non, il mais vous voilà, agace quand on veut terriblement. faire un peu d'humour, on est agacé. Mais moi, je ne suis pas agacé par M. Macron. Je trouve qu'il est quelqu'un de très intéressant dans l'espace public en ce moment. Les médias en raffolent. Tant mieux, comme ça, on ne parle pas du reste. Ça lui permet une polysémie, hein, cette ironie. C'est-à-dire que la façon dont Cambadélis avance, elle est très intéressante. Elle est qu'il a une manière de parler ou d'avoir un double ou un triple discours qui fait qu'il peut être entendu par beaucoup de camps, de la manière dont les camps ont envie de l'entendre. Comme tout chef de parti qui va avoir une parole un peu partisane où on peut interpréter. Je pense qu'en ce moment, c'est plus dangereux qu'autre chose. C'est-à-dire qu'il dit des choses, mais on ne sait pas exactement quelle est sa vérité. Sa vérité, dans le fond, c'est qu'il craint que Macron soit Brutus, vu qu'il l'écrit ensuite dans le JDD, et que le fait de manier cette ironie, quelque part, on ne sait pas ce qui est sérieux dans tout ce qu'il nous dit. En politique, parfois, c'est un peu comme dans la vraie vie, on n'attaque pas les gens sur leur âge. Assaut de courtoisie, donc, ce matin, entre Manuel Valls, 53 ans, et Alain Juppé, 70 ans. Cher Alain Juppé, je dirais à tous ceux qui s'inquiètent de votre âge que vous êtes en pleine forme. Manuel Valls tente peut-être de faire oublier un propos venu cette semaine du patron du PS, regrettant l'engouement des Français pour Alain Juppé. Et voudrait l'arrière-grand-père qui est là depuis 1974. Non mais enfin, on rêve ou quoi? Juppé, ce cheval de retour, serait la modernité incarnée. Formule regrettée ensuite, mais qui enfonce tout de même le clou, Alain Juppé n'incarnerait pas le renouveau. Voilà, et là, c'est plus de l'ironie chez Jean-Christophe Cambadélis. On ne sait pas ce que c'est d'ailleurs. Là, c'est La moquerie. Là, c'est de la virulence. C'est de la C'est la violence. violence verbale. Mais c'est pas bien la violence. Hein. Ah, je pense que c'est pas bien. Non, mais ce qui est pas bien, en fait, c'est que la difficulté de Cambadélis aujourd'hui, c'est que c'est comme un culbuto. C'est-à-dire qu'il a un centre, il a un point d'équilibre. Son point d'équilibre, c'est l'unité du PS et c'est la réélection de François Hollande. Et tout ce qui met en danger cette unité ou la réélection de François Hollande, il tape. Il tape sur Macron, quand d'un seul coup il dit si Macron franchit la ligne, c'est un Brutus. Il tape sur Juppé en parlant de son âge. Au final, vous diriez qu'il communique bien ou moyennement bien? Je pense qu'il est Pas bien. ce qu'on appelle en philosophie une aporie. Il est devant un problème qui peut quasiment pas se résoudre parce que la position est assez intenable. Je le trouve très habile. C'est quelqu'un de profondément habile. C'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de bosseur. Alors les gens bosseurs, on a moins tendance à les taper. Hein. Il se fait moins taper qu'Hollande, paradoxalement. Oui, c'est vrai qu'il ne se fait pas tant critiquer Il que ça, sait pas- finalement. Il va négocier avec tout le monde. Le problème de Cambadélis, c'est qu'il a un agenda, un logiciel lisible de très loin. Tout ce qui va faire l'unité du PS ou la réélection de Hollande, il est pour. Tout ce qui peut mettre en danger ça, il va fracasser. Et le problème, c'est que quand on est un homme politique et que le logiciel est aussi lisible, c'est compliqué de s'en sortir bien. Voilà, habile, bosseur, mais quand même, on vous voit venir de très loin. Mais je pense que c'est très bien résumé. Non pas le habile, etc. Mais c'est très bien résumé. C'est vrai que mon agenda, c'est l'unité du Parti socialiste et puis la réélection du président de la République. C'est très très bien résumé. Et il y a une contradiction. Parce qu'on ne peut pas me critiquer en disant voilà le vieux langage de l'apparatchik qui veut tenir tous les bouts, et c'est ce que reprochent les Français, et dire que je suis lisible. Il faut choisir. Soit je suis lisible. Ah oui, d'accord, donc vous êtes lisible. Soit je suis lisible, et donc je suis transparent, et je le suis. D'accord. Non, mais c'est intéressant de savoir que vous, votre objectif, c'est que François Hollande soit réélu et que ce ne soit pas le meilleur candidat pour les socialistes, que ce soit François Hollande, que ce soit Benjamin. C'est ce que je reproche à l'ensemble de la gauche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne se cale pas par rapport à qui peut être élu, mais par rapport à ce que je veux dire. C'est le moment politique qui veut ça, ou c'est peut-être le moment culturel. C'est le moi-je.
Donc peu importe les D'accord, comme vous dites, ce conditions, que je veux dire, etc. c'est chacun, d'accord, ok, Chacun dit, voilà ce que j'ai à dire, même pas à la France, voilà ce que j'ai à dire à la gauche. Et donc c'est comme cela que se multiplient les candidatures. Mais en attendant, ça affaiblit la gauche dans un rapport qui est tripartisme, avec un Front National qui est toujours très haut, et une droite qui est très présente et très radicale sur son axe. Mais on a envie de vous dire, là, si vous voulez faire l'unité du Parti Socialiste, en ayant déjà choisi François Hollande, c'est peut-être pas évident de la faire, l'unité autour de ça. Mais je cherche à convaincre tout le monde. D'accord. Je cherche à convaincre tous les dirigeants, tous les responsables. Vous savez, le 11 mars, j'ai dit qu'il fallait se déterminer pour ou contre François Hollande. Absolument. Personne ne le disait à l'époque. Et j'ai dit publiquement qu'il fallait que le président de la République accélère le pas. Et que ce n'est pas une discussion où il m'aurait dit de le faire, c'est moi qui l'interpellais là-dessus. Et je constate aujourd'hui que par petites touches, le président de la République le fait, que des dispositifs se mettent en promesse du « je serai là dans un an », etc. Et donc, on est dans une situation où le président de la République n'est pas candidat, mais se préoccupe de plus en plus de la présidentielle. Donc ça, c'est pour votre lisibilité. Au moins, c'est clair pour ceux qui se demandaient. Voilà. Donc c'est François Hollande et vous ferez tout pour, visiblement, en tout cas, écarter les autres. Sur Macron, c'est vrai qu'il est drôle cet extrait. D'ailleurs, il est plus long que ça. On rit bien en l'écoutant. Mais c'est vrai qu'on se demande, finalement, qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi vous utilisez ce registre de l'humour? Est-ce que vous avez peur de critiquer Macron, d'aller trop loin? Vous voulez se ménager, là aussi, la chèvre et le chou? Enfin, est-ce que c'est... C'est exactement la même chose que la déchéance. Je m'explique. Premier secrétaire du Parti Socialiste est en désaccord, je suis en désaccord, et là pour le coup je le dis au président de la République, avec la déchéance pour les binationaux. Et je constate, je ne dis rien pendant 15 jours. C'est vrai. Je ne dis rien pendant 15 jours, parce que je sais très bien ce qui va se passer. Et c'est de retour de congé, début janvier, que je saisis la possibilité d'accélérer et de trouver une solution au problème. Parce qu'il ne faut pas que le président de la République perde la face sur ce sujet, mais il ne faut pas que les principes soient mis en cause. Donc, sur la déchéance, qu'est-ce que je fais? Je dis, laissons de côté les binationaux et essayons de travailler une formule autour de 4 points. Au final, la formule qui sortira, répondez à ces 4 points. Mais ça, c'est le rôle de l'acteur public, premier secrétaire du Parti Socialiste, pour trouver une solution avec les parlementaires. Sur la question de Macron, c'est assez simple. Soit M. Macron élargit la majorité, et donc le président de la République, et c'est un élément positif pour cette fameuse réélection que je souhaite. Soit il décide de se présenter, Brutus, contre le président, et je dis au passage dans l'extrait du JDD qu'il est instrumentalisé par la presse. Il se rêve en Sully. Effectivement. Il s'imaginait en Sully, il ne faudrait pas qu'il finisse en Brutus, comme certains l'y poussent. Voilà, comme la presse l'y pousse. Ah, c'est la presse, les certains. C'était ses amis, mais c'est la presse. Non, mais c'est très clair. Donc, attention, je dis, puisque dans cet extrait que vous citez, je dis qu'il perd le contrôle de sa campagne. Ouais. Et donc, moi, je ne dis pas dehors Macron. Je dis, sois à ta place et complémentaire. D'accord, donc vous mettez la ligne. Je rigole sur la modernité du porte-à-porte qu'il avait lancé, parce que à chaque fois, je réponds à des questions qui me sont posées par des journalistes. Bien entendu. D'accord, mais l'humour, c'est pas lié au fait que vous voulez ménager la chèvre et le chou, ou vous voulez ne pas trop le taper ou... Bien sûr que si. Ah oui, c'est ça. Bien sûr que si. C'est une manière de ne pas être agressif, puisque je l'ai été avec Juppé, mais tout en faisant passer un message. On va y venir. Mais c'est une manière de ne pas être agressif vis-à-vis de Macron, qui n'est pas un ennemi, qui n'est pas un adversaire politique, qui est au maximum un concurrent dans l'espace du président de la République. Et encore, je ne suis pas certain, mais enfin bon, voilà. Au maximum, tout en posant une limite, quoi. Voilà. Alors, concernant Juppé, là, effectivement, c'est moi de l'humour. C'est un adversaire politique, c'est peut-être pour ça. On voit que vous vous faites quand même un peu recadrer par Manuel Valls. Alors là, effectivement, ça étaye la thèse que vous ne l'avez pas appelé avant, Manuel Valls, pour savoir ce qu'il pensait de la formule. Ça, c'est sûr. C'est la démonstration, s'il en fallait une. Mais je réponds à Guillaume Durand, qui me dit précisément, les Français en ont marre et ils veulent du renouveau. Qui est la formule employée sans arrêt par les journalistes dans les interviews.
Et donc là, je m'emporte un petit peu, parce que ras-le-bol du Oui, on renouveau. le voit, vous êtes en colère. Pourquoi? Parce que on nous dit qu'il faut du renouveau, et la personnalité qui serait préférée par les Français, c'est Juppé. Or, Juppé, il était déjà en responsabilité. Moi, je n'étais pas, quasiment pas encore en politique. Et là, votre énervement avec le recul, c'était une erreur ou pas contre lui? C'était une erreur, parce qu'il ne faut jamais attaquer comme ça l'âge du capitaine de l'équipe adverse. Mais bon, voilà, j'ai dit ce que je pensais de la modernité, là, pour le coup, de M. Juppé. Alors, donc, on a vu votre situation là actuelle. On va revenir un peu sur votre parcours, parce que vous en rêviez d'ailleurs, enfin, je crois que vous l'avez un petit peu évoqué, de ce poste de premier secrétaire, paraît-il, depuis des années, depuis vos débuts. C'est ce que nous explique le politologue Gérard Grimbert. Alors attention, on va remonter dans le temps, une archive de 1978, juste avant que vous preniez la tête de l'UNEFID, le syndicat étudiant UNEFID. Donc on part en 1978. Ouvrons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? C'est qu'à la tribune de ce congrès, des militants sont venus proposer à l'UNEF-Unité syndicale de participer à un mouvement pour la réunification syndicale. Ces courants étaient ceux qui avaient quitté l'UNEF après mai-juin 68. Et ce que nous constatons deuxièmement, c'est qu'un certain nombre d'autres courants qui avaient été ou expulsés de l'UNEF ou qui avaient quitté l'UNEF, disons, sont venus dans l'UNEF-Unité syndicale proposer leur orientation. Nous pensons que c'est le plus glorieux anniversaire de mai-juin 68 pour l'organisation syndicale. On sent spécialiste de tous les courants, enfin, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, il parle un peu apparatchik là-dedans. Oui, en tout cas, il aime les organisations politiques, il aime être dans les organisations politiques, il aime les diriger, les manipuler, les rassembler. C'est vraiment un militant traditionnel des organisations de gauche. Il a toujours essayé plusieurs fois, il a échoué, mais il a toujours essayé de diriger. À partir du moment où il est rentré au PS, au milieu des années 80, il a toujours essayé d'atteindre ce poste pour lui. Son bâton de maréchal, j'ai envie de dire, de premier secrétaire du Parti socialiste. La première fois qu'il essaye, c'est en 1997, au moment où Lionel Jospin est Premier ministre. Donc Lionel Jospin quitte la tête du PS et il est en compétition avec François Hollande. Finalement, c'est François Hollande qui est choisi. Difficile d'ouvrir les portes du Parti socialiste, même pour un premier secrétaire. Il rêvait d'être ministre, mais c'est ce fauteuil que lui a réservé Lionel Jospin, le sien, celui de patron des socialistes. Un peu malgré lui, François Hollande veille donc sur le parti, même s'il n'en a pas toutes les clés. Dans un bureau voisin, c'est un fidèle de Jospin, Jean-Christophe Cambadélis, qui verrouille dans le moindre détail l'appareil socialiste. Que les cartes sont en 31 décembre 1996. C'est une période un peu difficile parce que en 1997, effectivement, Jean-Christophe Cambadélis aurait dû être le patron du parti. Il était en fait véritablement l'adjoint de Lionel Jospin à ce moment-là. C'est lui d'ailleurs qui va, depuis déjà 2-3 ans, réfléchir à une nouvelle façon d'organiser l'union de la gauche, qui sera la gauche plurielle, qui sera un petit peu sa création. Donc il est tout à fait bien placé pour être le premier secrétaire, mais il va se passer quelque chose qui ne touchera pas que lui, qui est les affaires. On a appelé les affaires de l'époque. À la fois l'affaire de l'AMNEF, qui a mis en cause pas mal de dirigeants, de futurs dirigeants du Parti socialiste, y compris Dominique Strauss-Kahn à l'époque. Je pense que la raison principale... Pour des emplois fictifs, effectivement. Les emplois fictifs. Donc je pense que ça a été... la raison principale, c'est de ne pas courir le risque qu'on dise notre premier secrétaire a été condamné. D'ailleurs, il le sera avec d'autres. Donc voilà, je pense que c'est une raison assez largement judiciaire qui fait qu'on le met quand même numéro 2. Il s'occupe de l'appareil du parti, ce qu'il aime, puisque c'est un homme d'organisation, d'appareil. Mais il a loupé sa chance, qui était effectivement d'être le numéro 1 du parti, juste avec Jospin, qui finalement va donc chercher François Hollande. Et ça crée évidemment, et ça durera longtemps, ça crée quand même une rivalité entre les deux hommes, forcément, entre Hollande et Cambadélis. Voilà, une rivalité en fait. C'est vrai qu'on a un peu oublié cette période. Ce passage important, oui, c'était au moment où Lionel Jospin est devenu Premier ministre dans le cadre d'une cohabitation et où il a choisi
François Hollande comme premier secrétaire. Là, pour le coup, il l'a choisi. Il y avait à la fois les affaires, ce serait ridicule de le nier, pas simplement. Il y avait aussi mon parcours, le fait que je venais d'une organisation trotskiste dont on accusait le Premier ministre, ou on allait accuser le Premier ministre d'en être. Il y allait y avoir une polémique là-dessus. Et je pense que de la part de Lionel Jospin, il y avait une prudence par rapport à cette question. Et puis, troisièmement, c'est que je n'étais pas adoubé par l'appareil. Moi, j'étais jospiniste, combattant pour Lionel Jospin. Et dans la discussion que j'ai eue a posteriori avec Lionel Jospin, celui-ci m'a dit qu'il ne se voyait pas ferrailler pour m'imposer contre, d'un côté, la gauche socialiste, c'est-à-dire à l'époque Jean-Luc Mélenchon, Julien Drey, Marie-Noëlle Lienemann, et les amis de Laurent Fabius, puisque Laurent Fabius était à l'époque, allait devenir président de l'Assemblée nationale et représentait une sensibilité extrêmement importante du Parti socialiste. Donc, lui, il allait devenir Premier ministre, et donc il devait faire attention à beaucoup de choses, à la fois au candidaton vis-à-vis de lui, même si ça ne l'a jamais beaucoup bousculé, mais enfin c'était important. Faire attention aussi aux affaires qui pouvaient prospérer. Il n'était pas au courant de ce qu'on avait pu faire dans notre jeunesse les uns et les autres. Et puis troisièmement, aux conditions qui étaient celles du Parti socialiste. Donc c'est la raison pour laquelle je suis devenu numéro 2. Mais revenons sur l'histoire. C'est que François Hollande me convoque, là pour le coup, au tout début, nous n'étions pas dans ces locaux, nous étions à côté de Montparnasse. Et il me dit, tu avais rêvé d'être premier secrétaire, peut-être que tu pouvais l'être, mais les conditions ont fait que tu ne l'as pas été. J'avais rêvé d'être ministre, j'aurais pu l'être, mais les conditions, le fait que Ségolène Royal soit ministre, n'a fait que je n'ai pas pu le devenir. Donc nous sommes tous les deux frustrés de la situation, ce qui veut dire que nous pouvons travailler ensemble. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est une manière de voir les choses. Oui, on pourrait dire tous les deux, d'accord. Et ça s'est bien passé alors? Et ça s'est très très bien passé. D'accord. Ça s'est très très Il n'y a bien pas passé. eu, parce qu'il y a quand même, il parle d'une rivalité. Non, elle n'était pas là. Elle a eu lieu avant. Mais bon, là, après, on s'est retrouvé dans une situation, et la logique de la situation, quand vous êtes numéro 2... Parce que lui, on va dire, il avait intérêt à travailler avec vous. Quand on est numéro 1, on dit à son numéro 2, travaille avec moi. Quand on est numéro 2 et qu'on a eu envie d'être numéro 1, on a peut-être moins envie d'aller travailler. Contrairement à ce que l'on dit, moi, je ne suis pas adepte des complots. Je pense que les choses sont plus faciles si elles sont en développement. Donc, en étant très proche de François Hollande et en lui permettant d'être un très bon premier secrétaire, en décryptant avec lui... Ah oui, c'est vous qui lui avez permis d'être un très bon premier secrétaire. Vous diriez ça comme ça? Non, mais moi, j'étais un des acteurs. Donc je cherchais à ce qu'il soit un très bon premier secrétaire. À partir de là, il pouvait progresser. Et moi, je pouvais espérer prendre le poste. Ah, d'accord. C'était ça, d'accord. Alors, on a parlé de vos relations avec Lionel Jospin et François Hollande, mais à l'époque, vous êtes surtout proche aussi de Dominique Strauss-Kahn, pendant de longues années, que vous allez soutenir et accompagner jusqu'à l'épisode du Sofitel. On commence donc par ce mois de mai 2011, ce moment de sidération, avec la suite du commentaire de David Revaud-Dallon. Dominique Strauss-Kahn va pouvoir enfin parler. Il va pouvoir se défendre. Nous serons à ses côtés, ses amis, et au-delà. Avec ses proches, nous ne pouvons pas croire à sa culpabilité. Et il sera bientôt au milieu de nous. Je me souviens, j'y étais, j'étais juste à côté de lui quand il fait cette déclaration. On sent un véritable traumatisme chez les socialistes en général, bien sûr, qui viennent de perdre leur futur candidat et leur futur président, mais surtout chez les amis de Strauss-Kahn et a fortiori chez Jean-Christophe Cambadélis, premier lieutenant, qui lui vient de voir sa vie politique, 20 ans de vie politique, 20 ans de sacrifice, exploser en quelques secondes dans une chambre d'hôtel
de New York. Donc évidemment, là, on mesure le vrai traumatisme politique. Et Jean-Christophe Cambadélis, qui a du sang-froid, hein, il est de formation trotskiste, et le sang-froid pour les trotskistes est toujours très important. Là, pour le coup, on le sent bouleversé, dévasté. Après ça, les Strauss-Kahniens, ils vont se séparer. Il y en a une partie qui va rejoindre François Hollande, Oui. une partie Martine Aubry. Lui, il fait le choix de rejoindre Martine Aubry. Du coup, qu'est-ce qui fait qu'il va vers elle? Il était proche d'elle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Il y avait une alliance à trois, Fabius, Aubry, Strauss-Kahn, pour faire en sorte que le meilleur d'entre les trois soit candidat. À l'époque, il était évident que Strauss-Kahn allait s'imposer, puisque c'est lui qui avait les sondages les plus alléchants, très loin devant les deux autres. Donc il y avait déjà une alliance stratégique de fait. À partir du moment où Strauss-Kahn disparaît corps et bien, il était logique que Cambadélis se tourne vers Aubry, avec lequel il faisait déjà affaire depuis plusieurs mois. Après, je ne crois pas qu'ils soient véritablement proches. Il y a toujours eu pas mal de méfiance entre les deux, notamment de la part de Martine Aubry, qui considérait, quand elle était première secrétaire du parti et que Jean-Christophe Cambadélis était dans les instances dirigeantes, elle considérait que c'était quand même avoir fait rentrer le loup dans la bergerie, et que Cambadélis, fondé de pouvoir des intérêts de DSK au parti, il fallait toujours s'en méfier et ne pas trop lui tourner le dos. Pourtant, là, il va quand même prendre une place importante auprès de Martine Aubry. Oui. Et d'ailleurs, on le voit au moment du débat, hein, c'est lui qu'on verra dans les médias. Première question à Martine Aubry. Et chaque camp a livré quelques indices sur l'état d'esprit de son champion. Quand on veut rassembler l'ensemble des Français, on commence par ne pas diviser son propre camp. Et elle est prête. Elle s'est déjà préparée à 3 débats et elle est aujourd'hui en dynamique. Donc il n'y a pas besoin de revoir sa copie. Elle n'a pas à changer d'orientation, elle. Cambadélis, il fait de la politique, il a le sens de la formule, il a le sens du combat, il tape très fort. Et donc, il le connaît bien, Hollande, et il s'est frappé là où ça fait mal. C'est-à-dire cette gouvernance un peu molle, cette synthèse molle qu'on a si souvent critiquée. Et la fameuse formule, quand c'est flou, il y a un loup. Alors, je ne sais pas qui. Elle est attribuée à Guillaume Bachelet, mais dans cette optique-là, je suis sûr que Jean-Christophe Cambadélis a fourni beaucoup de munitions. Et il a été d'ailleurs, pour Hollande, l'un des principaux empêcheurs de gouverner le PS en rond. Ça a été l'un des critiques les plus virulents, un de ceux qui a le plus empêtré François Hollande lors des bureaux nationaux, lors de sa gouvernance du PS. François Hollande, d'ailleurs, quand il sera élu, mettra quand même Cambadélis au placard, voire au banc, pendant 2 ans. Il ne sera ni ministre, ni premier secrétaire du PS. Et il faudra vraiment attendre que Harlem Désir se révèle l'un des plus mauvais premiers secrétaires de l'histoire pour que Hollande et Valls se résolvent à installer Cambadélis, faute de grive, je dirais, puisqu'il n'y avait pas vraiment d'autre casting. Voilà, comme quoi ça ne se passait pas si bien que ça avec François Hollande, dit-il, même si, comme vous l'aviez expliqué, il y a eu Non, mais parce que là, on compacte 20 ans. Oui, désolé, hein, mais on a fait une émission qui fait 45 minutes. Non, mais je le comprends parfaitement. Donc, il y a le temps où François Hollande devient premier secrétaire. 97. Voilà. Là, ça se passe bien. Et puis après, nous sommes dans la phase de la recherche au PS du candidat à l'élection présidentielle. Et moi, je le pense toujours. 2007. Oui, je pense qu'il y a 10 ans, je pense toujours que Dominique Strauss-Kahn aurait été un atout pour la France. Et qu'il aurait eu une capacité à indiquer un chemin qui est celui que François Hollande, au final, prend, c'est-à-dire le chemin de la modernisation tout en protégeant les Français. D'accord. Bon, c'est vrai qu'on pense souvent aux formules de Guillaume Bachelet, hein, qui ont nourri Martine Aubry, les phrases assez dures contre François Hollande. Vous aussi, vous aviez été, comme ça, comme il le dit, un inspirateur. On voit qu'il y a des petits pics, vous étiez dans le combat. Je n'étais pas le principal inspirateur pour les raisons, vous voyez bien les contradictions, pour les raisons qui ont été indiquées. Si j'étais le loup dans la bergerie, le fondé de pouvoir du Strauss-Kahn ou du Strauss-Kahnisme, celui à qui on faisait attention, on ne peut pas dire en même temps que c'était moi qui fournissais les arguments. Bon, mais voilà, on était dans un combat politique. Et si je dis, lui, Martine Aubry n'est peut-être pas obligé de changer d'orientation.
là encore, ça fait référence au fait que François Hollande ne fait pas le score escompté au premier tour. De la primaire. Et qu'il est obligé d'aller chercher Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg qui faisait partie de cet accord qui a été évoqué entre Strauss-Kahn, Martine Aubry, Laurent Fabius et Arnaud Montebourg, qui était que celui qui serait en situation, les trois autres se mettraient derrière lui. Et dans cette primaire, Arnaud Montebourg n'a pas choisi Martine Aubry comme il se devait, mais François Hollande le faisant élire, ce qui expliquera la suite de l'histoire. La suite, effectivement, la personne qui pèse 17%, toutes les tensions au sein du gouvernement, etc. Concernant Martine Aubry, d'ailleurs, on voit, donc, vous étiez en soutien donc, de Dominique Strauss-Kahn, il y a un moment où le ciel vous tombe sur la tête, ça a changé quelque chose, ce moment-là, dans votre manière de faire de la politique je veux dire, replaçons dans le contexte. Oui, on imagine. Nous sommes au mois de mai, vous avez 18 sondages à la suite, qui, pour un peu, Dominique Strauss-Kahn est élu dès le premier tour. Quelques jours avant, tous les dirigeants du PS, tous, y compris François Hollande, sont venus le voir dans son appartement pour discuter avec lui et intégrer un dispositif de campagne. Ce qui démentait à l'époque, mais enfin. Bien sûr, bon, ça c'est normal. Mais donc tout le monde, et donc il y avait une espèce d'unanimité qui montait vers Dominique Strauss-Kahn. Martine Aubry était favorable à sa candidature et d'un seul coup, état de sidération, et on s'aperçoit de la situation et on comprend tout de suite, enfin en tous les cas moi je comprends dans le petit matin où j'allume mon poste de télévision que c'est fini. D'accord, donc vous comprenez tout de suite que c'est fini, voilà. Même si c'est fini, même si je dis qu'il va revenir parmi nous, j'imagine mal à ce moment-là Dominique Strauss-Kahn, candidat des socialistes. D'ailleurs il y a un moment assez poignant du Bureau national où nous sommes très peu à intervenir. Tout le monde se demande comment tout ça va se terminer pour le Parti socialiste et pour ses candidats, parce qu'il faut tout reconstruire. Oui, parce que comme vous le dites, effectivement, tout le monde avait été, entre guillemets, faire allégeance à Dominique Strauss-Kahn, même ceux qui le démentaient catégoriquement à l'époque, comme François Hollande. On se rappelle des papiers dans la presse. Et donc, il y a un moment un peu de vide devant nous. Alors, il y a la dimension de l'ami, on ne comprend pas, on n'accepte pas ce qui vient des États-Unis. Et puis, il y a le vide politique. Alors après, tout le monde se redispose. Il y en a certains qui disent, qui dans le champ politique est le plus proche des idées de Dominique Strauss-Kahn? C'est François Hollande, donc allons vers François Hollande. Et puis moi, je fais le choix de Martine Aubry, parce que je trouvais qu'elle exprimait une authenticité dans le combat de la gauche qui allait être nécessaire pour l'emporter. Et donc vous pensez que c'était elle qui avait les meilleures chances pour gagner à l'époque? Mais je me suis trompé. Vous êtes trompé? La preuve, c'est... Oui, la preuve, elle a été battue à la primaire et François Hollande a été désigné, d'accord, mais vous la souteniez vraiment, c'était pas un pis-aller, vous étiez vraiment convaincu à l'époque qu'elle était la bonne personne. Je pensais qu'elle était la bonne personne. Je sous-estimais peut-être le rejet dans la droite de Nicolas Sarkozy. Donc j'étais sur l'idée qu'il fallait beaucoup mobiliser la gauche pour avoir une chance de l'emporter. Et en fin de compte, François Hollande a été le plus modéré des anti-sarkozystes et il a pu à la fois avoir une mobilisation très forte de la gauche et une partie de la droite qui s'est portée sur lui lors de la présidentielle. Vous avez évoqué là, le fait que vous vous soyez trompé concernant Martine Aubry, vous avez évoqué vos anticipations, etc. C'est ce qu'évoque d'ailleurs David Revaud-Dallon, déjà dans un article de 2008, dans un portrait qu'on a retrouvé dans Libération. C'est votre capacité, alors, il paraît que ça s'appelle les cambanaisons, à faire comme ça des constructions très compliquées, et que déjà Lionel Jospin vous reprochait d'être trop dans l'anticipation, les calculs de billard à 3 bandes, très intelligents, mais au final peut-être trop intelligents, parce qu'il paraît que vous vous perdez vous-même là-dedans. Oui, mais François Mitterrand me disait la vie est plus intelligente que vos analyses. Bon, il n'avait pas tort. Attention là pour François Hollande, alors vous venez de nous expliquer que c'était qu'il fallait se mettre derrière lui. Mais bien sûr. Mais attention au calcul. Il faut avoir des convictions. D'accord. Par rapport à une situation. Mais là, il y a les calculs dont on parle. Les anticipations. Mais moi, je n'ai pas là.
honnêtement, je n'ai pas de calcul, pour une raison toute simple, c'est que je suis premier secrétaire et que ça me va très bien, parce que je pense que les partis politiques sont des éléments déterminants pour faire l'histoire. Et moi, la question essentielle de ma vie, c'est d'être dans l'histoire. Bien. Donc, là, je ne fais pas de calcul, je ne fais pas d'anticipation. Je vous constate, et tout le monde peut le faire, que s'il n'y a pas François Hollande, candidat de la gauche et principalement du Parti socialiste, eh bien, vous avez Emmanuel Macron qui y va, Manuel Valls qui y va, Arnaud Montebourg qui y va, et peut-être d'autres, peut-être Ségolène Royal ou d'autres. Et donc, ça veut dire que j'ai un Parti socialiste, là, qui, pour le coup, est explosé et en miettes. Pour finir, je veux juste vous faire écouter un petit mot que disait Gérard Grimbert sur la situation du PS aujourd'hui et celle dans laquelle vous êtes. C'est très court. Il y a cette affaire Macron, un certain nombre de gens qui sont au fond les plus sociaux-libéraux du parti, qui se disent après tout, est-ce que c'est dans le parti ou à l'extérieur du parti qu'on doit faire? On se demande si les frondeurs se disent, est-ce que c'est dans le parti ou à l'extérieur du parti qu'il faut agir? Et que du coup, on a un parti qui est rogné ou attaqué sur les deux bouts et qui laisse du coup la tactique et la stratégie de Jean-Christophe Cambadélis en grande difficulté. Et alors il doit se dire maintenant, est-ce que je prends parti d'un côté ou de l'autre? Avec cette idée, en plus, qui sera le premier secrétaire, qui va être le premier secrétaire d'un parti qui va subir probablement, probablement une défaite historique l'année prochaine. Voilà, je dis, il n'a pas eu de chance d'arriver à ce moment-là au poste qu'il désirait tant. Et là, c'est vrai que quand on voit les choses comme ça, on se dit, waouh, quand même compliqué, quoi. Vous avez un logiciel, vous aviez un schéma, l'élargissement, la belle alliance, finalement tout ça vole en éclats, vous arrivez dans un moment... Ça vole pas en éclats, mais c'est vrai qu'il y a des difficultés. Mais moi, je pense qu'il faut assumer. Il ne faut pas pleurer sur sa situation. Il paraît, c'est ce que vous dites toujours. Il ne faut pas pleurer, il faut être courageux, prendre les coups pour les autres. Bien sûr, il faut assumer. Mais je constate que toutes les difficultés qui ont été présentées n'ont pas amené à l'explosion du Parti socialiste. Pour l'instant. Mais pour l'instant, vous permettez, chaque jour gagné, pour moi, est important. Ah, c'est ça, chaque jour sans explosion, vous vous dites grande victoire. Mais évidemment. Ah bon? Mais évidemment, parce que, comme je vous l'ai dit, il faut que le Parti socialiste passe pour gagner cette période de manière unitaire. Et si on perd, il faut que les socialistes restent unis. Pourquoi? Parce que sinon, émietter la deuxième force du pays, ce sera le Front National. Donc en fait, votre rôle, pour vous, votre rôle de patron du PS, tel que vous le voyez encore aujourd'hui, même si le contexte a changé, certains disent le logiciel, les données, etc., c'est maintenir coûte que coûte l'unité. C'est à ça que vous servez, quoi. Unité pour le dépassement, c'est-à-dire dépasser le Parti socialiste, parce que le Parti socialiste a été constitué depuis 1971 avec un seul objectif, par François Mitterrand puis Lionel Jospin, c'est de rassembler la gauche au deuxième tour. Moi, mon problème, c'est d'être au deuxième tour. Ce n'est plus le même logiciel. Et pour être au deuxième tour, il faut dépasser le Parti socialiste tel qu'il est, parce que tel qu'il est, au mieux, il fait 23%. D'accord. Avec chaque jour de gagner, quand même, vous disiez au début que vous arriviez détendu. Si tous les jours vous vous dites c'est un jour de gagner... C'est pour ça que je suis détendu quand j'arrive. Ah ouais. C'est un jour de gagner. Il n'y a pas eu de scission. Tout le monde, tous les matins, et tous les journalistes me disent c'est foutu. Et chaque jour qui passe, je m'aperçois que le Parti socialiste reste uni et que la gauche n'a pas d'alternative à gauche. Et qu'en fin de compte, c'est autour du Parti socialiste que vont se faire les choses et que les Français en ont besoin parce que le Parti socialiste, c'est le parti qui défend la République et les Français. D'accord, donc là, ça faisait 45 minutes de gagner, là, ça y est, il n'y a pas eu depuis le début de l'émission. Je ne sais pas, je vais peut-être sortir et il y aura... Bon, merci beaucoup, on va vous laisser voir ce qui se passe à l'extérieur. Merci beaucoup. Merci.